Bonsoir à toutes et à tous. Alors pour ouvrir cette soirée, je vais remonter le temps, je vais vous faire un peu d'histoire, ce qui tombe bien vu que c'est mon boulot, et que l'histoire ça peut être un combustible pour les luttes, donc en fait j'ai envie de vous donner un peu de quoi rallumer les braises, si l'on peut dire. Alors je vais vous parler surtout de la presse, mais bon, quand on donne la parole à une 19e, faut s'attendre à ce qu'elle parle plus de papier que de télé, donc c'est un peu normal, on reviendra sûrement sur les autres médias par la suite. Je vous demande de vous imaginer début juillet 1789. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de journaux. Il y en a 3. C'est des titres qui sont sous contrôle du roi. Ils parlent essentiellement de la cour. Alors autant vous dire qu'à l'époque, on n'en fait guère la lecture dans les cafés. On s'en fout pas mal. D'ailleurs, l'un des 3, le Sol hebdomadaire, le 15 juillet 1789, quand il paraît, il ne parle même pas de la prise de la Bastille. Quel intérêt? Non mais franchement, on dirait BFM un soir de manif intersyndicale qui a bien marché, quoi. Alors immédiatement, en revanche, d'autres feuilles voient le jour, justement pour raconter la prise de la Bastille, pour informer, pour en faire un récit. Et l'un des tout premiers numéros, Les Révolutions de Paris, fait le récit de la prise de la Bastille dans son numéro 1. Avec, dans ce journal, cette devise que vous avez sûrement entendue, mais on ne sait pas qu'elle vient de là. Les grands nous paraissent grands parce que nous sommes à genoux. Levons-nous. Et là, tout de suite, c'est l'effervescence. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que l'on vient d'évoquer n'est même pas rédigée. La liberté d'expression n'est même pas proclamée, que s'ouvrent partout des imprimeries, que sortent les premiers journaux. Alors là, on a quasi l'application de l'ordonnance de 44. Un homme, un titre. Hébert à son père Duchesne, Marat son ami du peuple, Desmoulins le vieux cordelier. Ils sont lus dans les cafés, débattus. Enfin, c'est une véritable effervescence. Et même les contre-révolutionnaires ont leur titre, puisqu'on assure le pluralisme. Bientôt s'ouvre même un journal dirigé par des femmes. Ça, c'est un clin d'œil à la presse féministe. Salut les copines de la déferlante. Et le courrier, le bouquin, le journal des femmes s'appelle Le Courrier de l'Hymen. Et alors, sachez-le, c'est un journal qui invitait les femmes à témoigner anonymement des violences conjugales qu'elles pouvaient subir. Comme quoi, on était quand même assez en avance. Donc voilà, le fleuve était sorti de son lit. Les mots, les informations, les idées, les opinions déferlaient sur la scène publique. Elles se heurtaient parfois. Alors, je ne vous apprends pas que cette liberté, très vite, les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques, les pouvoirs culturels, le patriarcat même, ce pouvoir des pères, ce pouvoir des hommes, vont essayer de les limiter. Dès la Révolution française, plus encore sous le Consulat et l'Empire, l'État va façonner ses outils pour museler la presse. Tout le XIXe siècle, c'est le siècle d'un combat incessant, renouvelé, entre d'un côté le désir de contrôler, limiter, encadrer la presse, de l'autre, l'affirmation récurrente, foisonnante de sa liberté retrouvée et souvent arrachée sur les barricades. L'État, donc, va peaufiner ses outils de contrôle. Alors, quand il peut, il censure, c'est le plus efficace, ça caviarde, ça met des délits de presse. Mais il y a des trucs plus vicieux. Les libéraux, quand ils sont au pouvoir, Restauration, Monarchie de Juillet, ils trouvent des trucs assez vicieux. Par exemple, sur le papier, légalement, il y a la liberté de la presse. C'est dans la charte de 14, la charte de 1830. Mais dans la pratique, ils mettent des obstacles financiers. Pour ouvrir un journal, il faut déposer une grosse somme d'argent, le cautionnement. Le papier sur lequel on imprime un journal, il doit être taxé, on dit timbré. En gros, l'objectif, c'est silencier la voix des classes populaires. Mais à chaque révolution, à chaque coup porté à cet ordre libéral et autoritaire, le fleuve ressort de son lit. En juillet 1830, il ne faut pas oublier que c'est pour défendre la liberté de la presse que commence la Révolution de juillet. C'est parce que Charles X avait rétabli la censure. C'est parce que ces forces de l'ordre, au matin du 27, étaient rentrées pour casser les presses des journaux d'opposition. C'est pour ça que le peuple est sorti dans la rue, entre autres. Après la victoire de juillet, les obstacles juridiques et financiers ont été levés un temps. Et bing, le fleuve ressort de son lit. Paraissent les premiers journaux ouvriers, Le Peuple, L'Artisan, à Lyon, L'Écho de la Fabrique, qui soutiendra la révolte des canuts. Et à nouveau, les féministes ne sont pas en reste, avec un journal, La Femme libre, entièrement rédigé par des femmes et qui diffuse des idées d'émancipation sociale et d'émancipation féministe, les deux étant liés à cette époque. Bon, le backlash ne se fait pas attendre, on a les lois scélérates de 1935, mais là-dessus, pof, nouvelle révolution, 1848, les dominés reprennent la plume, et on a à nouveau des journaux, d'ailleurs, à nouveau un journal de femmes, La Voix des femmes, un journal féministe et socialiste, encore plus important que l'était La Femme libre. Des ouvriers, des socialistes fondent des journaux.
Hommage aux aînés, c'est intéressant, de nombreux journaux reprennent les titres de 1789. En 1848, on pouvait à nouveau relire Le Père Duchesne et Le Vieux Cordelier. Ben voilà, ça recommence. La République conservatrice sortie des urnes d'avril 48 vient à nouveau poser des limites que renforce le Second Empire. Le Second Empire, il n'y a pas pire en histoire de la presse. Mais je crois que vous commencez à comprendre, les digues, c'est fait pour céder. Donc la presse libre va renaître avec la proclamation de la République en septembre 70 et surtout s'épanouir pendant la Commune de Paris. Il n'y a jamais eu autant de titres de presse créés que pendant les 74 jours de la Commune de Paris, avec des tirages qui étaient énormes pour l'époque. Vous en connaissez sûrement certains, le Cri du Peuple de Vallès, la Sociale, qui était l'organe de la section parisienne de l'Internationale ouvrière. Alors, à la différence des révolutions précédentes, il n'y a pas de journaux féministes, mais des femmes comme André Léo, de son vrai nom Léodile Béra, ou Louise Michel, qui écrivait dans les journaux. Et on peut noter qu'il y avait aussi une presse contre la Commune. La presse de Versailles, elle continue à être imprimée et elle a même continué à être vendue à Paris. Parce que la Commune a fait attention, il y a eu des débats, ça n'a pas été facile, mais a fait attention au pluralisme. C'est André Léo, elle encore, qui disait « Si nous agissons comme nos adversaires, comment le monde choisira-t-il entre eux et nous ? Qu'on attaque en justice le mensonge et la calomnie, mais que la liberté de la presse soit inviolable. » Donc, quand on lit, je me suis amusée à le faire, Le Gaulois, Le Soir, les quelques numéros du Figaro pendant la Commune, je vous assure, c'est comme du Pascal Praud, c'est vraiment exactement pareil. D'abord, il n'y a que des fausses nouvelles. Ensuite, ils passent leur temps avec un mépris social et une misogynie assumée à pourfendre la Commune. On a l'impression que la ville est aux mains d'une horde d'avinés déchaînés et de prostituées. Voilà. Et toute la presse de la Commune est appelée par la presse versaillaise des mauvais journalistes, limite militants. C'est pas loin sous leurs termes. Donc voilà, et puis surtout, cette presse de Versailles, elle appelle à la répression la plus totale. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'elle a préparé les esprits à accepter l'horreur de la semaine sanglante. Puisque Versailles, vous le savez, l'emporte dans les rues, dans le sang, les journaux disparaissent. Alors, on a évoqué ensuite la loi de 1881, l'installation de la République. Voilà, la liberté de la presse est encore enfin retenue. Il n'y a plus de censure, plus de cautionnement, plus de papier timbré, plus de délits politiques. Alors, il y aura des exceptions, je ne vous l'apprends pas. Les lois scélérates qui visaient les anarchistes, mais qui se sont retournées contre toutes les idées de la gauche radicale. Résultat, pendant l'affaire Dreyfus, on pouvait écrire en une des journaux la libre parole, mort aux Juifs, mais on n'avait pas le droit d'écrire dans un journal socialiste, vive la sociale. Là, on terminait au tribunal. Les guerres aussi sont des moments de recul qui sont contournés par les journaux. Le Canard enchaîné paraît pour la première fois en 1915. Sa devise était, je la trouve pas mal, « La liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas ». Mais bon, globalement, il n'y a plus d'entrave politique à la liberté de la presse. Enfin, politique au sens, c'est plus, il y a la liberté de la presse sur le papier. D'autres entraves vont bientôt s'imposer. C'est celle que nous connaissons aujourd'hui, celle contre lesquelles nous nous battons aujourd'hui. C'est la concentration des titres dans les mains de quelques hommes. C'est l'utilisation de ces empires pour assurer une hégémonie culturelle contraire à l'émancipation, qui soit un support de discours réactionnaires, de haine sociale, raciste et sexiste. Le programme du CNR a voulu y mettre fin. Il est adopté en 1944 sous le titre « Les jours heureux ». Il annonce la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État et des puissances de l'argent. Il est suivi par les ordonnances de 1944 sur la liberté de la presse du gouvernement provisoire, qui promettait une presse libérée des puissances de l'argent. Qu'est-ce qu'elles disent, ces ordonnances? La capitalisation des journaux doit être transparente, les actions nominatives, les prête-noms interdits, les concentrations horizontales et verticales prohibées. Le directeur d'un journal, qui doit être son propriétaire, ne peut plus tirer ses principaux revenus d'une autre fonction industrielle ou commerciale. C'est tout est déjà dans les ordonnances de 1944. Le problème, c'est que alors que d'autres ordonnances prises à la même période ont eu un effet remarquable, durable, les ordonnances de 1944, c'est un peu une occasion manquée. Elles devaient limiter les concentrations, elles n'ont pas été très effectives. Rapidement, la presse est retombée dans les mains de grands patrons qui ont concentré les titres. Pire,
une loi de 86, majorité de droite, a abrogé les dernières dispositions un peu restrictives qui restaient des ordonnances de 44. Donc moi aussi, François, je voulais terminer sur Beuve-Méry, parce que forcément, c'est beau, et puis pour dire que on peut dire la même chose que lui aujourd'hui. Il y a une chance aujourd'hui d'éviter pour l'avenir les pourritures que nous voyons aujourd'hui. Et donc je terminerai en reprenant la devise des révolutions de Paris. Les grands nous paraissent grands car nous sommes à genoux. Levons-nous. Merci.